Bonsoir et bienvenue au débat du Sahel où, me dit-on, vous êtes de plus en plus nombreux à nous regarder. Ce soir, débat 100% économie. On va essayer de rendre le débat économique un peu plus attractif. J'espère que vous n'avez pas changé de chaîne dès que vous avez entendu 100% économie. Ce soir, avec moi, Talib Sidi Ahmed Mbarak, vous êtes conseiller en charge de la communication à la Banque maghrébine d'investissement et de commerce extérieur, la BEMIS. Donc, c'est un poste basé à Tunis. Auparavant, vous avez travaillé pendant 10 ans à la Banque mondiale en Afrique de l'Ouest et notamment en Mauritanie. Bienvenue et merci beaucoup d'avoir répondu à mon invitation. Merci pour votre invitation. Avec nous également le docteur Mohamed Ould Mohamed Hassan. Vous êtes diplômé de Dauphine et du Conservatoire national des arts et métiers à Paris. Vous avez suivi un cours d'analyse et de politique financière à Washington DC. Je crois que c'est le cours de la FMI, du FMI. Vous êtes actuellement professeur d'économie à l'Université de Nouakchott. Et vous êtes président de l'Institut international de recherche et d'études stratégiques, IIRES. Vous allez nous dire tout à l'heure deux mots de cet institut. La particularité de cette émission ce soir est que c'est une émission prolifique en termes d'édition. Mes deux invités ont publié chacun un ouvrage. Et vous, docteur, vous en avez publié deux. J'ai présenté ces ouvrages en milieu d'émission et je m'en suis servi pour la préparer. Je vous remercie beaucoup de m'y avoir autorisé. Le débat actuellement, le débat d'actualité et cette histoire de franc CFA, est-ce qu'il convient d'y revenir, est-ce qu'il convient d'en repartir, c'est un débat qui vire à l'idéologie. Je suppose que vous avez suivi ça de très près, docteur. Qu'est-ce que vous en pensez? Oui, je vous remercie infiniment pour avoir invité l'économie et de nous avoir invités tous deux pour échanger ensemble sur ces questions d'économie. On commence par un problème qui est très actuel, la question du franc CFA. Je considère personnellement que c'est un débat qui a ses raisons parce qu'il est légitime de réclamer sa propre monnaie, que chaque pays ait sa propre monnaie. Il est légitime d'avoir sa souveraineté monétaire, comme on dit, à 100%. Il est légitime de s'éloigner des dénominations héritées du colonialisme et notamment le franc. Tout cela est légitime et je le comprends et j'y souscris comme principe. Mais sans vous couper, le fait que la Suisse utilise le franc suisse ne fait pas d'elle un pays assujetti à la France. Vous savez mieux que moi que l'Australie utilise le dollar, que le Canada également. Pourquoi ce débat d'ordre à la limite du sémantique? Oui, non, ça c'est un aspect, je pense, qui est lié à notre relation avec l'ancienne colonie, qui est à réviser de mon point de vue, pour nous, Africains. Mais je pense que le phénomène monétaire est très complexe et peu de gens maîtrisent les tenants et les aboutissants. Et je crois qu'il y a des avantages, je le dirai tout de suite, qui emportent sur les inconvénients. Il y a une stabilité de cette monnaie de tous les pays africains qui est des zones les plus stables. Il y a une ouverture qui permet sur le monde et sur les économies. Il y a une intégration entre les différents pays africains qui est facilitée par cela. Il a le mérite d'exister et je pense que les débats, c'est relativement infantile et ce sont certains qui ont été à la BCEAO qui ne sont plus à la BCEAO et qui alimentent ces débats. De mon point de vue, et les autres les suivent, comme vous avez dit, parce que c'est la mode, parce que c'est l'idéologie, ainsi de suite. Mais nous avons, nous, deux raisons de les appeler, de les inviter à réfléchir et de ne pas faire ce saut vers l'inconnu. Les pays qui sont faibles, qui n'ont pas des économies fortes, le changement des systèmes, et notamment les systèmes monétaires, ce changement va induire des conséquences qui peuvent être par certains côtés positifs, mais qu'on ne peut pas maîtriser à l'avance et qui peuvent être très, très préjudiciables pour l'économie. L'apparition des marchés noirs, l'apparition du contrôle d'échange, les populations qui vont et les élites qui vont chercher
à réaliser la fuite des capitaux, ouverture des comptes à l'étranger, les esprits des Africains eux-mêmes auront une préférence et une suprématie qui va s'installer dans leur esprit et dans leur tête pour les devises étrangères au détriment de leur propre monnaie. Nous qui avons vécu cette expérience, j'allais vous en parler justement. Oui. La Mauritanie a fait un choix différent au début des années 70. Oui, elle a fait son choix et c'est tout à fait à son honneur, mais ça n'a pas été désastreux. Ça a été très bénéfique pour les 20 premières années. Mais aujourd'hui, si on compare par rapport au CFA, notre monnaie a été divisée par 3 par rapport à leur monnaie. Et leur monnaie a été valorisée, leur pouvoir d'achat a été valorisé par 3 par rapport à notre monnaie, alors qu'ils sont des voisins, des limitrophes, le Sénégal et autres. Donc, le résultat, nous avons connu ce résultat et nous avons le devoir pour avoir vécu cette expérience, de dire que ce n'est pas une question d'enfant, ce n'est pas un jeu d'enfant, et il faut réfléchir, et il faut le préparer. La monnaie suit l'économie, c'est l'ombre de l'économie. Si l'économie se développe, si les filières se développent, si les compétences se développent, la monnaie nationale, la souveraineté s'imposera d'elle-même. Mais la vouloir comme un slogan ou comme une revendication, je pense que c'est tout à fait dangereux et c'est très très préjudiciable pour ces économies qui ont, de mon point de vue, c'est une aubaine d'avoir une devise convertible, stable, mais ils vous disent parce qu'il y a un compte courant sur lequel il y a 50% des avoirs. Mais on ne peut pas avoir le beurre et l'argent du beurre. Cette puissance étrangère qui a donné son crédit, qui a donné son aval pour qu'on ait une monnaie convertible, il y a une contrepartie qu'elle doit avoir. Cette contrepartie, c'est quoi? C'est d'avoir les moyens de défendre cette monnaie, d'avoir des réserves. Et le fait de vouloir ne pas avoir une contrepartie pour la France, ce n'est pas tout à fait logique. Je pense que elle ne fait pas de volonté de cœur. Oui, c'est du gagnant-gagnant. C'est du gagnant-gagnant. C'est vraiment, vu d'ici, et très honnêtement, c'est l'un des... Et ce n'est pas parce qu'il y a peut-être des relations avec la France ou avec d'autres pays qui ne sont pas positifs, mais dans le cas d'espèce, c'est vraiment du gagnant. C'est un peu comparable au français. Le français est une langue écrite qu'on a hérité du colonialisme. Le parallèle, j'aime beaucoup ce parallèle parce que si on abandonne le franc CFA, autant aller jusqu'au bout de la logique. Oui, ça permet de communiquer, c'est une langue commune entre Africains. Même si c'est un héritage du colonialisme. Même si c'est un héritage du colonialisme. Pourquoi rejeter tout ce que nous avons du colonialisme alors qu'il est positif? Il faut attendre de préparer la substitution de quelque chose qui nous est propre, mais sans courir beaucoup de dangers, sans courir beaucoup de risques, des risques de fluctuation, des risques de dépréciation de monnaie, des risques d'instabilité. Et je dirais que l'instabilité sera aussi politique. Parce que comment on gère les finances publiques? Ces jeunes qui réclament aujourd'hui la monnaie, les finances publiques dans ces pays, leur gestion est tout à fait n'est pas nécessairement dans l'intérêt de ces pays et de ces populations. C'est une question de bonne gouvernance. C'est effectivement une question. Si demain, on a aussi la monnaie, on a la banque centrale, imaginez l'appétit que cela créera dans les casernes, dans les états-majors, et une multiplication des coups d'État pour faire une OPA sur la caisse qui est cette fois-ci en devise. Ceux qui détournent aujourd'hui en franc CFA continueront ou pas demain à détourner si les monnaies deviennent nationales. C'est aussi une question de développement. Oui, tout à fait. Je pense, sans être vraiment spécialiste de la question, j'ai quand même mon point de vue là-dessus. Je vais peut-être prendre à mon compte les déclarations du ministre nigérien de l'économie et des finances il y a 3 semaines, je crois, sur une chaîne internationale. En gros, il résume ce que le professeur vient de dire, c'est qu'il y a tout un discours, il y a des fantasmes qui ont été développés sur cette monnaie, avec un retour vers des thématiques classiques de l'anticolonialisme, etc. Alors que la réalité est tout autre. Je pense que les gouvernements africains n'ont pas beaucoup communiqué sur cette question du franc CFA. Et les nationalistes se sont engouffrés dans la brèche. Et voilà, et ça tombe surtout dans un contexte où le continent est dans une mauvaise... En tout cas, la plupart des pays
traverse une mauvaise situation, avec un recul de la croissance, avec une explosion donc, des inégalités, des thématiques que j'ai développées dans les livres, on en parlera sûrement. Donc, la pauvreté voilà. comme slogan du développement. Voilà, donc à chaque fois qu'il y a des blocages économiques, sociopolitiques sur le continent, on trouve... on divertit, enfin, on essaie un peu de... Mais parlons-en tout de suite. La Banque mondiale a changé, et ça vous l'expliquez très bien dans votre ouvrage, a changé de paradigme de la manière où elle aide les pays du tiers-monde. Maintenant, on ne parle plus d'aide, on parle plutôt de partenariat. Mais est-ce que le résultat n'est pas patent sur le terrain? Oui, sur cette question, c'est-à-dire la relation entre ce qu'on appelle traditionnellement dans le milieu académique les institutions de Bretton Woods, que sont la Banque mondiale et le Fonds monétaire international, et l'Afrique, il y a beaucoup de choses. C'est comme dans le discours qu'on développe aujourd'hui sur le franc CFA, que ce n'est pas bon pour l'Afrique, que ça appauvrit l'Afrique. C'est le même discours qu'on tient par rapport à la relation entre la Banque mondiale et les pays de l'Afrique. On la taxe d'appauvrir les populations africaines, qu'elle avec présente les plans d'ajustement structurel qui ont très mauvaise presse. Oui, mais le problème, la réalité, c'est qu'il n'y a plus de plan d'ajustement structurel depuis plus de 20 ans. Je pense que le dernier plan d'ajustement structurel qui a été fait, c'était vers les années 80. Depuis lors, les stratégies de développement qui sont élaborées en Afrique sont préparées avec les Africains. Donc, en fait, c'est toujours ce fantasme. À chaque fois que nous avons des problèmes, nous essayons de les transférer vers les autres. Je pense qu'à un moment, il faut quand même arrêter. Il y a une réalité qui est là, c'est que le continent africain, pendant des années 80 jusqu'à la fin des années 70 avec les grandes sécheresses, jusqu'à la fin des années 90, c'était dans un blocage. Avec beaucoup de facteurs, que ce soit la chute des prix des matières premières, les crises sociopolitiques se sont beaucoup succédé. En Côte d'Ivoire notamment. Voilà, effectivement. Et à partir et ce n'est que les 10-15 dernières années que le continent a retrouvé une croissance forte. Mais le problème qui se pose, c'est que en même temps qu'il y a une croissance économique, en même temps qu'il y a une embellie économique, il y a une explosion forte des inégalités sociales. Une explosion forte de la pauvreté. Puisque justement, cette croissance ne profite qu'à une certaine élite dans chaque pays africain, vous le dites très bien, à Kinshasa, à Abidjan. Absolument. Et le terme qu'on utilise aujourd'hui, c'est qu'on ne mange pas la croissance. Par exemple, en Côte d'Ivoire... on ne mange pas croissance. Voilà, on ne mange pas croissance parce que, bon, ce qui se passe, c'est quoi? C'est que c'est une croissance qui a forte valeur capitalistique. Il y a eu beaucoup d'investissements. Généralement, c'est comme ça. Donc, le professeur connaît mieux que moi. Les pays qui sortent de crise, généralement, juste après la crise, il y a beaucoup d'investissements, surtout dans les infrastructures, etc. Voilà, avec les agrégats économiques que vous connaissez, plus on investit dans les routes, dans les ports, on investit... alors, les chiffres montent, donc on parle de chiffres de croissance de 10%, de 9 et 12%, mais le problème c'est que si vous la comparez par rapport au niveau de vie des populations, cette croissance, vous trouvez qu'elle ne produit pas l'effet escompté. C'est pour cela que il y a quand même de la colère dans la plupart des pays, des villes africaines. Voilà, vous annoncez la construction des routes, les populations vous disent mais on ne mange pas la route. Vous annoncez la construction des ports, les populations vous répondent la même chose. Donc à un moment, on a fait de la croissance en oubliant d'investir dans les programmes sociaux, en faisant des transferts sociaux. Il y a de l'emploi, mais c'est de l'emploi précaire, il n'y a pas de protection sociale, il n'y a pas de retraite, etc., etc. Maintenant, sur la doctrine économique au niveau de la Banque mondiale, elle a beaucoup échangé. Dans les années 60, c'était de la croissance uniquement, sans penser au côté social. À un moment, on est vu surtout le temps où du temps de l'économiste Anne Kruger, qui était la seule femme jusqu'à avoir été chef économiste au niveau de la Banque mondiale. Donc il y avait surtout de libéralisme. C'était justement, les économistes disent que c'est à partir de cela que les plans d'ajustement structurel ont été mis en œuvre. Mais depuis la fin des années 90, depuis quelques années, il y a eu un changement. Donc maintenant, on parle beaucoup plus d'inclusion, on parle plus de croissance partagée. Les gouvernements sont... on les appelle à beaucoup plus investir dans les zones rurales,
à relever le niveau de vie des populations et des ménages les plus. Donc, en résumé, il y a un changement au niveau donc, de ces institutions, au niveau de la doctrine. Il y a un mea culpa, donc ces institutions ont reconnu leur tort, surtout avec la sévérité avec laquelle les plans d'ajustement structurel ont été mis en œuvre. Le gros problème que nous avons aussi, c'est le problème de la gouvernance. Ça, il faut le dire carrément. Il y a un problème de gouvernance au niveau donc, du continent, il y a un problème de leadership donc, qui n'est pas axé sur les résultats, ce qui est complètement différent de ce que les pays asiatiques, surtout en Asie du Sud, ont fait. Vous prenez des pays comme Singapour, par exemple, des pays comme la Malaisie. Ce sont des pays qui ont travaillé, même au niveau, enfin, qui ont travaillé surtout à mettre en place profondément donc, des réformes au niveau économique, au niveau social, et ils ont beaucoup adapté leur système éducatif. Ils ont multiplié le nombre des ingénieurs, le nombre des médecins dans l'éducation. Professeur, vous avez été au Fonds monétaire international à Washington. Est-ce que vous avez senti ces changements d'approche? Avant, ils coupaient dans les vifs, pour le dire simplement. Maintenant, selon Taleb, c'est une approche plutôt inclusive. Oui, je voudrais revenir un peu sur le CFA et sur l'attitude des Africains. Je constate qu'on a une très forte propension à regarder le rétroviseur et à vivre le passé, à être complexé par notre relation avec la France, et on cherche toujours un bouc émissaire, et c'est souvent la France. L'une des causes du non-développement et de l'absence de progrès dans nos pays, c'est qu'on ne vit pas le présent, on ne vit pas les choses telles qu'elles sont. Aujourd'hui, ce n'est pas la France qui est le partenaire le plus gourmand, si vous voulez, excusez le terme, par rapport à l'Afrique. C'est la Chine, il faut dire les choses par leur nom. La Chine est en train d'avaler l'Afrique, d'avaler son poisson, d'avaler ses mines, de la peupler. Il paraît qu'il y a 200 000 ou cet ordre en Guinée. C'est la relation et l'équité dans cette relation et la justice dans cette relation avec la Chine qui est aujourd'hui le problème le plus important pour l'Afrique. On continue à vivre le passé alors que le présent est là. Et les Français, nous avons beaucoup de raisons de pouvoir travailler avec eux pour le développement de nos pays dans un partenariat plus ou moins gagnant-gagnant. Pour ce qui est de la croissance, j'ai découvert, je pense dans mes réflexions personnelles, que l'un des problèmes de ce problème de croissance et du partage de la croissance, c'est que les statistiques sont hypocrites et elles sont biaisées et elles ne tiennent pas compte de la situation de nos populations et de nos peuples. Tout est basé sur un PIB. Ce PIB, c'est quoi? C'est la production des résidents dans un pays. Et ces résidents peuvent être des étrangers, des firmes étrangères. Et ces firmes vont transférer leurs dividendes et les résultats dans les pays étrangers. Parlons justement du PIB de la Mauritanie. Donc, le PIB de la Mauritanie est le PIB ne donne pas une mesure de la richesse nationale qui profite aux nationaux, aux Africains en l'occurrence. On a supprimé dans ces statistiques le PNB qui détermine le revenu, la production nationale par des nationaux, qu'ils soient ici ou à l'étranger. On l'a remplacé par ce PIB parce que c'est plus libéral, ça permet de camoufler aussi bien dans ce PIB, il y a ce qui revient aux Chinois, ce qui revient aux Européens et ce qui revient ou ne revient pas aux Africains. Et le chiffre est là, on dit 70%, on ne le mange pas, 7% de croissance, mais c'est 7%, c'est en Mauritanie. En Mauritanie ou en Afrique, mais c'est peut-être 7%, elle profite plus aux Chinois qu'aux Mauritaniens ou qu'aux en préparant cette à cause du mode de calcul
de la croissance à travers le PIB. Je vais juste que vous précisez la réflexion. En préparant cette émission, j'ai rencontré un haut responsable du ministère des Finances qui n'a pas accepté notre invitation, mais il m'a donné un certain nombre d'invitations. Selon eux, selon le ministère des Finances mauritanien, le PIB mauritanien est de 4,5 milliards d'euros. Mais eux, ils tablent plutôt sur plus du double. Ils se disent que c'est dans les environs de 10,5 à 11 milliards d'euros. Cette masse monétaire qui échappe au fisc, disons les choses comme elles sont, la manière de la capter a été ces changements de monnaie qu'on a connus il y a un an. Est-ce que vous pensez qu'ils commencent à donner ces résultats ou alors c'était juste, comme le disent certains, c'était juste pour cacher une inflation? Pour ce qui est du Fonds monétaire et des institutions, je pense qu'elles ne manquent peut-être pas de bonne volonté, elles ne manquent pas bien sûr de compétences et ainsi de suite, mais ils ont du mal à faire de bons diagnostics dans nos pays. Parce que pour faire de bons diagnostics, il faut connaître la psychologie, la culture, connaître profondément les spécificités de chaque pays. Et là, on a besoin de faire appel aux compétences locales pour mieux cerner la situation, pour faire un bon diagnostic, parce que les politiques, si elles sont basées sur un mauvais diagnostic, qu'est-ce qu'ils font? Ils font un diagnostic qui est approximatif. Les politiques qui découlent de ce diagnostic sont approximatives, elles n'apportent pas les résultats, ils sont obligés de changer de cheval, d'avoir une autre politique, d'avoir un autre slogan, parce que tout cela, comme l'histoire du franc CFA, c'est un slogan. La lutte contre la pauvreté, relativement un slogan. Il faut, je pense que, pourquoi ne pas, s'il venait à donner une très grande importance et un grand financement pour la formation, pour l'enseignement, et dire que le développement de ces pays dépend du développement humain, du développement des hommes. La Banque mondiale est partenaire de la Mauritanie, mais aujourd'hui, dans les années qui sont passées, on se rend compte qu'il y a eu de l'ordre de 8% des investissements qui ont concerné tout ce qui concerne les hommes, que ce soit l'enseignement, le facteur humain. Le facteur humain n'a eu que 8%. Vous confirmez? Oui, en fait, 8,6%, ça c'est le rapport de la Banque mondiale. Il y a un changement, effectivement. Les infrastructures, c'est 5,6%. Il y a un changement ces dernières années. Je pense que le dernier rapport de la Banque mondiale, donc, intitulé, qui porte effectivement sur le capital humain. Donc, il y a un changement même au niveau donc, de l'appréciation du classement donc, des pays selon le PIB, que désormais, il y a un indicateur, donc on appelle, je crois que c'est l'indicateur du développement du capital humain, donc qui inclut par exemple la protection sociale, qui inclut l'éducation, donc il y a d'autres facteurs. Ce n'est plus uniquement une question donc, de monnaie, ce n'est plus une croissance, ce n'est plus un PIB qui est donc accès monétaire. C'est comme l'indice du développement humain. C'est ça, ce n'est plus parce que vous gagnez moins de $2 ou comme on dit par jour. Non. Donc je pense qu'il y a quand même un changement doctrinal assez important donc, ces dernières années et donc les prochaines années. Donc c'est le capital humain désormais qui va être... Donc les pays vont être jaugés donc, à l'aune du capital humain. Comment est-ce que... quels sont les indicateurs sociaux, que ce soit l'éducation, la santé, la protection sociale. Donc je pense que tous ces agrégats vont être désormais mis en avant pour réellement refléter donc, la qualité donc, du PIB dans un pays. Voilà, donc je pense est-ce que les pays coopèrent assez avec moi, je pense notamment pour la collecte des données? Oui, le professeur quand même a dit, oui, la collecte des données en Afrique est très problématique au niveau des statistiques. D'abord, beaucoup de pays n'ont pas manquent de capacité au niveau donc, de la production des statistiques, et ça c'est un gros problème. Vous prenez juste le cas de la démographie. Bon, il y a des pays qui ont de bonnes croissances économiques, donc des chiffres de 8 à 9%, le chiffre de 8 à 9%, d'autres ont 4 à 5%. Mais si vous regardez aussi à côté de cela, vous avez une explosion de leur taux de démographie. Si vous avez, c'est très simple, vous faites un calcul, vous avez 2 points de croissance par année par exemple que vous gagnez, vous avez 3 points de croissance démographique.
Vous voyez les disconnects. Oui, je vois, donc, voilà. Donc, ça, donc il y a un gros problème au niveau des statistiques. Donc ça c'est déjà... Parce que si vous n'avez pas la capacité de faire des projections au niveau de votre population, de la taille de votre population dans 10 ans, vous ne pouvez pas faire de bonnes politiques, que ce soit dans le secteur social ou dans le secteur... Enfin, voilà, ça c'est un problème. Maintenant, au niveau donc, je pense que le professeur a évoqué, je ne dirais pas l'incurie, mais je pense que si je reprends ce qu'il a dit, c'est qu'au niveau du Fonds monétaire international, bon, il a l'impression de dire que bon, c'est le Fonds monétaire et la banque continuent à imposer leur dictat, y compris au niveau de la formulation des politiques publiques. Je pense que moi, je vais le nuancer. Je je pense qu'il faut quand même à un moment, il faut qu'on arrête un peu de mettre tout sur les autres. Il y a beaucoup d'évolutions. Je ne suis plus à la Banque mondiale, même si on ne doit pas cracher dans la sauce comme on le dit. Mais quand même, il faut quand même le reconnaître qu'ils ont beaucoup changé. Donc les économistes de la Banque mondiale ont beaucoup changé. Il y a beaucoup d'Africains. Il y a beaucoup d'Africains qui sont là-bas. Sur le plateau pour lui donner l'occasion de préciser sa pensée. Ensuite, vous revenez. Mais je note juste, professeur, que vous ne m'avez pas répondu sur le changement de la monnaie en Mauritanie, qui est quand même un point très important. Non, je n'ai pas dit qu'il impose. Ça, c'est une critique ancienne qu'on a faite, mais moi, je ne l'ai pas faite sur ce plateau. Ce que j'ai dit, c'est qu'ils ne font pas le bon diagnostic de la situation de nos pays. Parce que, d'abord, ils viennent pour un temps très court. Parce que vous voyez, ensuite, ils ne s'appuient pas sur les compétences locales suffisamment pour sortir avec un bon diagnostic. C'est ça ce que j'ai dit par rapport à la cause des politiques qui n'arrivent pas, qui ne donnent pas de bons résultats. Mais qu'est-ce qui arrive? On peut évaluer un bilan, mais on ne va pas critiquer un changement. Qu'est-ce qui se passe aussi bien sur le plan politique que sur le plan même économique et international? C'est que des politiques sont menées, elles ne donnent pas de bons résultats. On amène de nouvelles politiques, donc il y a changement, et comme c'est un changement, et c'est nouveau, personne... On va attendre les résultats. Personne ne peut les critiquer, personne ne peut le valider. C'est vrai qu'à un moment... Il a le mérite du nouveau. Et dans 5 ans ou 6 ans, on va se rendre compte qu'il n'a pas apporté les résultats et on va dire on va changer la politique de changer. C'est vrai qu'à un moment... C'est ce qui est arrivé quand même. Non, mais c'est vrai, je suis totalement d'accord avec lui. Même s'il y a eu un mea culpa. Je suis totalement d'accord avec lui qu'à un moment donné, les diagnostics, on l'a vu au niveau des DRSP, donc les documents de réduction des stratégies de la pauvreté. On l'a vu au niveau donc, de toutes les stratégies de réduction de la pauvreté passées. C'est vrai, effectivement, le diagnostic a pêché parfois de pertinence. Même l'échelonnement des financements de la SFI, la Société des financements. Oui, mais je pense qu'il y a eu quand même un changement depuis 2 à 3 ans. Je pense que la Banque mondiale actuellement en diagnostic. C'est vrai, je suis totalement d'accord avec vous. D'ailleurs, l'une des idées, l'une des thématiques que j'aborde dans le livre, c'est que pendant de longues années, des stratégies de développement des institutions de Bretton Woods ont été mises en œuvre dans un contexte d'instabilité. Donc, beaucoup de pays qui sont en crise n'ont pas pu, par exemple, atteindre les objectifs qui étaient dans nos stratégies de développement. Il y a eu des stratégies qui ont été faites dans des contextes où il n'y avait pas un consensus politique. Et ça, c'est important, je pense. Mais c'est pas les objectifs à chaque fois sont repoussés. On a assisté aux objectifs du millénaire, aux objectifs 2020. Maintenant, c'est les objectifs de 2030. Je suis totalement d'accord avec vous. Ça, c'est à un moment donné, il faut quand même s'asseoir et faire le bilan. Absolument. Pour savoir est-ce qu'on a atteint les objectifs. Le problème qui se pose, c'est quoi? C'est qu'il y a eu beaucoup d'instabilité sur le continent. Vous ne pouvez pas faire du développement dans du désordre. Je suis désolé. Donc, regardez par exemple les pays, bon, on vient de citer le cas de l'Asie du Sud. Ce sont des pays quand même qui, pendant plus de 20, 30 ans, quand même, ont travaillé surtout sur la stabilisation de leur système politique. Ce sont des pays qui ont concentré leurs efforts sur le développement. Alors que sur le continent, non seulement il y a eu beaucoup d'argent qui a été donné, je pense que de 1960 jusqu'en 2010, il y a eu quasiment plus de 300 milliards de dollars qui ont été injectés. Mais si vous... À côté de cela, beaucoup de pays étaient quasiment soit en situation de crise ou en situation de post-crise. Donc, en résumé, le continent a pêché ces dernières années avec beaucoup d'instabilité. Si vous amenez les meilleurs économistes dans un pays où il n'y a pas de consensus politique, dans un pays où
il n'y a pas de direction claire, où il manque de leadership, attendez-vous à ce que les résultats soient mitigés. Voilà, donc il faut aussi quand même le reconnaître. J'aimerais quand même revenir à notre sujet Oui. de départ, qui est aussi le sujet de votre livre, la monnaie. Oui. Battre monnaie, c'est un pouvoir régalien, au même titre que défendre sa frontière ou définir sa politique étrangère. Vous avez été très clair dès le départ et je vous remercie d'avoir pris position et ne pas verser dans la langue de bois habituelle. Ça, j'apprécie beaucoup. Mais je suis obligé de faire l'avocat de l'autre partie. On ne peut pas continuer à battre la monnaie africaine en Europe. Rien que cet argument-là me semble recevable. Ça, c'est une question technique. C'est une question technique. C'est une question peut-être de sécurité. Comprenez, mettez-vous, ça c'est ce qu'on n'a pas l'habitude chez nous, c'est de se mettre à la place de l'autre. Si la France, si l'Europe apporte leur garantie pour la stabilité de cette monnaie pendant toute cette période, c'est qu'il faut qu'elle s'entoure d'un certain nombre de précautions. Je ne sais pas les raisons. Je sais que la question de souveraineté, il ne faut pas être complexé. Ce n'est pas une question d'apparence. C'est l'histoire, pour nous, Africains, c'est une question de rapport de force. Il faut qu'on devienne fort et qu'on trouve les moyens d'être fort. Et à partir de là, nous arracherons ce que nous méritons. Mais dès lors, je ne sais pas les raisons qui se passent derrière, mais c'est une question par rapport aux avantages économiques, financiers, de stabilité, de cours de la monnaie, le fait de l'abattre dans un pays européen ou en Asie ou autre, c'est un détail. Ce n'est pas quelque chose. On peut, les esprits simples, les focaliser sur ça pour dire notre monnaie est frappée à la chamalière en France, et ainsi de suite, par la Banque de France, et là, on soulève l'amour-propre des Africains. Mais si on sait l'intérêt que l'on a d'une monnaie convertible, d'une monnaie stable, on sait que ça c'est une question de détail. Moi je n'aime pas la démagogie. Je n'aime surtout pas la démagogie quand on veut se présenter comme révolutionnaire ou comme patriote ou comme anticolon, alors qu'au fond on est démagogue et on est infantiliste. C'est de l'infantilisme, c'est de la démagogie. Et je pense que la question de rapport, je reviens sur ça encore, rapport avec la France, c'est toujours une question d'hier. Pourquoi se focaliser sur hier? Il faut savoir dépasser hier. Hier, les Allemands et les Français, vous savez ce qui s'est passé entre eux. La guerre, ça date d'hier. Aujourd'hui, vous voyez la relation. Nous sommes des humains, nous devons faire preuve de grandeur, de tolérance, de dépasser et de chercher surtout notre intérêt et de savoir que notre intérêt c'est ici et maintenant et non pas de vivre dans le passé ou une phraséologie qui vient avec décalage. La résistance à la France, la résistance au colonialisme, on ne l'a pas faite hier, on veut la faire aujourd'hui. Et avec ce décalage permanent, vous le voyez avec les systèmes politiques, avec les présidents qui se succèdent. Pendant qu'il est là, on applaudit, et quand il n'est plus là, on se met à taper sur. C'est la même chose que par rapport à la France. Moi, je pense qu'il faut coller la paix un peu aux Français, savoir coopérer avec eux, les éléments qui sont communs, et de savoir comment on va comment nos relations avec la Chine, avec l'Union soviétique, comment nous devons diriger. Hier, la Russie, l'ambassadeur de Russie en Guinée est en train de faire campagne contre la constitution des pays, contre la stabilité de ces pays, contre la démocratie, et en appel du pied ouvert à la dictature. Et alors, c'est ça la véritable agression aujourd'hui. Les Français, même s'ils ne vont pas jusqu'au bout, ils nous encouragent quand même à une certaine démocratisation. Parce que vous voyez, la Chine, pour elle est en train d'avaler l'Afrique. Moi, je me demande, est-ce qu'aujourd'hui, sur une carte, est-ce que cette Afrique-là, telle qu'elle existe, ne sera pas absorbée par la Chine, et on n'aura pas... Un point, c'est la politique étrangère. La CEDEAO, le Maroc fait des appels du pied et il a demandé à intégrer la CEDEAO. La Mauritanie, elle doit aller vers une intégration complète de la CEDEAO, comme c'était le cas jadis, ou alors ça doit juste être en partenariat. Vous savez, à la BEMIS, donc la Banque maghrébine d'investissement et de commerce extérieur, donc notre principale mission, c'est de booster les échanges commerciaux intra-maghrébins.
En fait, sur le continent aujourd'hui, vous avez quasiment plus de 14, je pense si ma mémoire est bonne, de regroupements sous-régionaux. Ou organisations bilatérales. Oui, surtout sous-régionaux. Au moins, il y a au moins 4-5 pays sur l'ensemble du continent. Donc, les ensembles sous-régionaux, généralement, bon, c'est à partir de 4-5 pays, donc jusqu'à plus. Et je pense qu'il y a une évolution qui est en train de s'opérer, surtout dans le cadre des efforts de l'Union africaine, c'est que tous ces regroupements soient duliés dans une grande zone de libre-échange. Je crois que c'est la ZLEC, si ma mémoire est bonne, et pour essayer un tout petit peu donc, de limiter ces sous-regroupements régionaux. Voilà. Et je pense qu'il y a une évolution quand même. Donc, la doctrine évolue. Ouais, la doctrine évolue. Bon, juste avant de vous donner la parole, professeur, je vous signale qu'on arrive au terme de l'émission. Donc, je vais vous donner l'occasion à chacun de conclure. Et vous, j'aimerais bien que vous preniez quand même le temps de nous présenter ce qu'est l'IRS. Vous nous dites deux mots de l'IRS. Oui, je ne voudrais pas laisser une question sans réponse, mais très rapidement. Vous avez parlé d'une relation, une corrélation entre le PIB mauritanien qui est sous-estimé d'après un fonctionnaire du ministère des Finances et que l'échange de billets qu'on a fait de la monnaie en janvier 2018 permet de déterminer ce qui est... Ou d'en avoir une meilleure idée. Je ne vois véritablement pas la relation entre le changement... D'après eux, ça oblige les gros capitalistes qui gardent une masse monétaire chez eux ou ailleurs à les déclarer à la banque centrale ou aux banques primaires et de telle sorte que l'État accède à l'état réel de la masse monétaire en circulation. Les statistiques monétaires permettent au niveau de la banque centrale de savoir la quantité de billets qui circulent. Qu'elles soient thésaurisées ou pas, on la connaît à travers les bilans et les comptabilités de la banque centrale. On n'a pas besoin de battre monnaie pour le savoir. Est-ce que vous voyez? L'autre aspect qui a été dit, c'est que permettre de la fiscalité ou autre. Moi, je pense que de ce que j'entends du ministère des Finances, se focalise beaucoup sur les contribuables, sur les impôts, alors que la pression fiscale, je pense, tout le monde la considère assez forte, assez abusive, alors que par ailleurs, on dit que notre pays est le pays qui profite le moins de ses ressources naturelles, de ses mines, qu'il pense imposer ces sociétés ou les nationaliser, qui sont en train de piller les pays. Mais ces sociétés obéissent à des contrats de partage signés avec l'État mauritanien. Oui. Ce contrat peut être révisé ou autre. Et de toutes les façons, les recettes, on ne doit pas se focaliser sur les Mauritaniens et sur le prélèvement des Mauritaniens qui sont déjà en crise et dont le pouvoir d'achat et la situation est tout à fait, à mon avis, n'est pas des plus roses. C'est le moins que l'on puisse dire. Mais l'autre, c'est une histoire je ne vois pas de la relation du tout entre... C'est deux mots sur l'IRS, avant de donner à Taleb l'occasion de conclure, puisque vous avez commencé. Oui, l'IRS... Dont vous êtes le président. Oui, l'IRS, c'est cet institut de recherche et d'études de stratégie. C'est un espace entre les gens du pouvoir et l'opposition pour être compris. Ils n'acceptent pas qu'il y ait un espace entre les deux. Mais je veux qu'il y ait un espace entre les deux. Nous sommes capables de nous intéresser à la vie de notre pays, de nous intéresser à la vie de la nation, à l'intérêt général, mais sans nécessairement pratiquer la politique, soit du côté du pouvoir, pas apporter conseil. On peut concilier, on peut donner des idées, et chacun fera l'usage. On apporte les ingrédients et chacun pourra, à partir de ces ingrédients, faire sa propre cuisine. Mais je pense que les esprits mauritaniens, leur politique, qu'ils soient au pouvoir ou l'opposition, sont tout à fait loin de comprendre que l'on puisse s'intéresser, c'est leur monopole. S'intéresser aux affaires du pays, il faut être dans un camp ou dans un autre. Étant donné qu'ils ne sont pas, de mon point de vue, un grand marché pour l'Institut, qui est un bureau d'études aussi, je pense développer une dimension internationale, extérieure, et que les compétences
mauritaniennes qui ne manquent pas, mais qui sont sous-utilisées et qui ont de moins en moins de place dans le pays, et surtout cette place qui est entre deux chaises, entre les deux mondes, qu'ils puissent s'exporter, qu'ils puissent vendre leur expertise et produire des idées pour le monde et pour le continent. C'est un objectif très louable. Un dernier mot avant de clôturer l'émission. Écoutez, le dernier mot, c'est que le continent africain a réellement besoin de mettre en place des réformes structurelles extrêmement importantes s'il veut jouer un rôle dans un monde qui est de plus en plus difficile. Le professeur parlait tout à l'heure de la Chine. Il n'y a pas que la Chine, il y a l'Inde, il y a les Turcs. Tout le monde veut venir en Afrique. Le Brésil. Donc, apparemment, le Brésil. Donc, le continent regorge de potentialités. C'est le continent de l'avenir. Mais il va falloir quand même, à un moment, essayer donc de mettre quand même véritablement des réformes pour adapter le système éducatif, par exemple. Je prends l'exemple du système éducatif. C'est extrêmement important parce que nos enfants sont aujourd'hui en train d'apprendre peut-être quelque chose qui sera dépassé dans 5 ou 10 ans. Le dernier rapport donc, de la Banque mondiale sur la nature changeante de l'emploi le dit clairement, toutes les études au niveau du monde le disent. Demain, dans 15, 20 ans, nous avons des emplois aujourd'hui ici qui vont disparaître. Peut-être que vous êtes en train aujourd'hui de présenter une émission dans 10, 15 ans qui nous dit que ce n'est pas un robot qui va le faire. Ça, c'est extrêmement important. Si on n'adapte pas nos systèmes éducatifs à la transformation numérique. Par rapport à la transformation, parce qu'on parle de 4e révolution aujourd'hui, c'est la révolution du savoir. Si on ne le fait pas, je pense que nous allons véritablement passer à côté de quelque chose. La deuxième chose, c'est la stabilité des processus politiques. C'est important. Si nous n'avons pas en place un environnement stable, un environnement qui permet de faire du développement, nous allons encore revenir dans 10-15 ans pour parler de ces choses. Merci beaucoup, Talib Sidi Ahmed Mbarak, d'avoir répondu à mon invitation. Vous êtes conseiller en charge de la communication à la Banque maghrébine d'investissement et de commerce extérieur. Vous avez également travaillé pendant 10 ans, je l'ai dit en début d'émission, à la Banque mondiale, notamment en Mauritanie, en Afrique de l'Ouest. Et vous publiez aux éditions universitaires européennes cet ouvrage que je conseille à tout le monde, La Banque mondiale, État et société en Afrique. Merci à vous également, Dr Mohamed Mohamed Hassan. Vous êtes professeur d'économie à l'Université de Nouakchott et vous êtes président de l'Institut international de recherche et d'études stratégiques. Vous publiez ces 2 ouvrages. Donc, le premier, c'est La monnaie, une production bancaire à faible coût et un actif pas comme les autres. Et également cet ouvrage que vous avez publié avant, Démocratie inclusive et bonne gouvernance. Les 2 sont publiés aux éditions à la collection Bilingue. C'est bien ça. Où est-ce qu'on peut se procurer ces ouvrages? Dans les bibliothèques de Nouakchott. Vous savez, il y a une préférence, les livres, c'est à donner, c'est à offrir. Oui, mais c'est fait également pour être vendu, pour vous permettre d'en faire d'autres. Et celui-là également? Celui-là, je pense que si je compte sur celui-là pour m'enrichir, je suis vraiment passé à côté, parce qu'il coûte 50 €, ça fait quasiment 20 000 ouïas. Il est sur Internet, je pense que dès qu'on tape, voilà, c'est ça. Parfait. Merci beaucoup à vous, mes chers téléspectateurs, de nous suivre à cette heure tardive de la nuit. Merci à vous. Le Débat du Sahel est une émission réalisée par Mohamed Emin Tajdine. Merci. Au revoir.